élément important dans notre présentation, c'est bien de la resituer à l'époque où nous travaillons. Nous sommes, lorsqu'on ouvre les travaux, en septembre 2018. Septembre 2018. À cette époque, lorsque nous lançons ces travaux au sein de la commission, comme nous vous l'avons expliqué, nous constatons une distance forte par une méconnaissance quasi totale de ce qu'est l'éducation populaire, distance forte de beaucoup de nos collègues qui pourtant sont tous, comme nous, des responsables nationaux de structures citoyennes. Certains considèrent même, ou certaines, que l'EduPop, c'est vieillot, c'est vieux monde, ça appartient au passé. Et puis, quelques mois plus tard, les ronds-points de notre pays jaunissent. Ici et là fleurissent des pancartes, des revendications. Nous ne prenons pas part dans ce débat, nous constatons. Et nous entendons dans les postes de télé, dans les postes de radio, nous lisons dans les journaux des revendications qui finalement donnent une acuité toute particulière à la question de l'EduPop. Parce que cette exigence d'écoute, de proximité, cette volonté de celles et ceux qui manifestent à ce moment-là, et encore une fois, nous ne jugeons pas et nous ne qualifions pas la manière de manifester, mais qui expriment, entre autres, une volonté d'être plus acteur ou actrice de son destin et surtout du destin collectif. Cette aspiration de plus en plus forte à contribuer à se reconnaître dans un collectif. Eh bien, les collègues de notre section, commission aujourd'hui, au fur et à mesure des auditions que nous faisons des acteurs, des universitaires, des praticiens et du COP, se rendent compte que ce sont les objectifs que d'apporter des réponses du quotidien des acteurs de l'EduPop. Que donner conscience à chacun des enjeux auxquels notre société doit faire face. Que donner la possibilité à chacun de s'approprier les situations. D'envisager d'agir pour les faire évoluer et surtout, de s'inscrire dans une démarche collective au service de la recherche de l'intérêt général. Ce sont les objectifs que les collègues de la commission retirent des auditions des acteurs de votre secteur. Ils en tirent une conclusion. Nous en tirons une conclusion qui figure dans le rapport. L'EduPop s'inscrit dans un projet politique de justice sociale, d'émancipation individuelle et collective, auquel il faut désormais ajouter celui d'écologie et de développement durable. Bien sûr, il faut entendre le mot politique au sens, j'allais dire, noble. Il n'y a pas de politique qui ne soit pas noble. Ce sont les praticiens qui ne sont pas nobles. Ou les praticiens. Il faut entendre le mot politique au sens de la recherche de l'intérêt général. En cela, les composantes de l'EduPop que nous auditionnons, elles sont nombreuses. Bien sûr, il y a les associations, c'est la forme la plus connue. Mais les mutuelles, les syndicats, les structures de l'économie sociale et solidaire pour certains, les fondations, les comités sociaux et économiques, acteurs importants, ou encore, par certains aspects, les partis politiques, sont autant d'acteurs qui prennent part, ou qui prennent leur part, dans la formation permanente des citoyens, et en cela font œuvre d'action d'éducation populaire. Ce que nous entendons dans nos auditions, c'est que ces acteurs veulent explorer de nouvelles pistes. Ils veulent agir autrement. Ils veulent, et en cela je me permettrai de prolonger l'une des belles phrases de votre mère tout à l'heure, ils veulent contribuer à se renouveler, comme cette ville à travers ceci. Se renouveler, pas eux individuellement, mais à contribuer à ce que la société se renouvelle. Et ils expliquent que cela passe par
d'autres façons de concevoir le monde, d'autres angles de vue, qu'ils souhaitent appréhender autrement les rapports humains, le pouvoir politique, ou les enjeux économiques, sociaux et environnementaux, désormais très interdépendants. Ils expliquent enfin que pour eux, il faut confronter les idées, ne pas avoir peur du débat, même de la polémique, qu'il faut apprendre à changer la vie, à croiser les regards et les analyses, pour enfin imaginer, faire émerger d'autres pistes, afin de répondre à la complexité des enjeux systémiques du monde contemporain. Enfin, ils expliquent que l'expertise n'est pas seulement affaire intellectuelle, que l'expertise, c'est aussi l'expertise d'usage, et qu'elle doit permettre à toutes et tous, quelle que soit sa situation économique, sociale, sa position dans le système hiérarchique d'entreprise ou de collectivité, doit permettre à toutes et tous de contribuer et de trouver sa place dans cette démarche. Alors vous l'avez compris, effectivement, ce travail nous a montré, en tout cas, a montré à la section très vite que, au fond, l'éducation populaire était finalement, dans sa conception même, extrêmement moderne et correspondait à un certain nombre d'aspirations du moment. Notamment, on l'a vu à travers les auditions et les échanges que nous avons eus à l'intérieur de la section, évidemment que les démarches et les méthodes de l'éducation populaire apparaissaient au fond comme des réponses, en tout cas pouvaient être une des réponses à quelque chose qu'on repère tous les uns et les autres, c'est cette crise de confiance que connaît aujourd'hui la démocratie représentative et à l'aspiration au fond d'une partie de nos concitoyens à être des acteurs reconnus comme responsables, des acteurs majeurs et qui interviennent directement ou en tout cas dans le cadre d'un débat et d'un débat relativement large, sur les débats qui préfigurent au fond les choix qui vont directement les impacter dans leur vie quotidienne. Et effectivement, cette démarche d'écoute, de partage, de co-construction des projets collectifs, souvent au niveau d'une municipalité ou d'un quartier par exemple, certes parfois en tâtonnant, mais c'est justement en tâtonnant qu'on apprend, que l'on avance, et en expérimentant, c'est évidemment une des marques de l'éducation populaire et qui gagnerait à être largement reprise, même si on observe ici ou là, depuis les dernières municipales, qu'un certain nombre de municipalités s'intéressent à ces questions. On parle beaucoup d'ailleurs aujourd'hui de démocratie participative, c'est-à-dire que l'on ouvre le champ du dialogue, du débat, des choix communs et des choix collectifs à l'ensemble des citoyens qui sont intéressés pour travailler sur ces questions-là. Et c'est sans doute là aussi une direction pas inintéressante en termes d'apaisement social dans une société dont on voit qu'elle est quand même tiraillée ces derniers temps, vous l'avez tous constaté. Alors très clairement, ce que dit le CESE, ce que nous avons évoqué depuis tout à l'heure, c'est qu'effectivement, les actions des structures de l'éducation populaire qui maillent le territoire, j'insiste là-dessus, qui vraiment maillent le territoire, sont non seulement utiles, mais elles sont véritablement indispensables et sont sans doute un des gages, au fond, d'une espèce de solidarité, d'équilibre d'ailleurs dans la société. Indispensable évidemment, car chacun de nous sait que si on devait s'en remettre uniquement à l'action publique sur un certain nombre de sujets, et a fortiori au seul marché, bien sûr, notre société serait bancale et les inégalités sociales comme territoriales s'en verraient bien évidemment accrues. Et donc, cette multitude de structures, ce foisonnement d'expertise, cette multiplicité au fond des champs d'action quelquefois précède et très souvent accompagne d'ailleurs les politiques publiques. Mais ce que l'on a observé là aussi à travers les auditions, c'est que de plus en plus, les acteurs de l'éducation populaire sont relégués au fond à une certaine forme de sous-traitance au service de l'État et des collectivités, et donc une sous-traitance qui bride largement d'ailleurs l'initiative et l'innovation, puisqu'on répond à des appels à projets lancés par les collectivités territoriales, alors que initialement c'était les structures de l'éducation populaire qui construisaient les projets, portaient les projets et allaient les défendre au fond devant les acteurs de l'éducation populaire.
Et donc on a là une évolution qui est évidemment préjudiciable sans doute au fonctionnement de l'éducation, des structures de l'éducation populaire. Ceci étant, là encore, ce maillage est absolument indispensable. On l'a vu notamment lors des attentats de 2015, parce qu'effectivement, alors que la République était attaquée, alors que le pays était évidemment extrêmement touché, pour renouer le lien de nos concitoyens avec les valeurs de la République, pour penser au fond les plaies et retisser ce qu'on peut appeler la concorde nationale, c'est bien vers les acteurs de l'éducation populaire que, au fond, l'État, les pouvoirs publics se sont tournés pour que l'éducation populaire, à travers ces réseaux, chez les plus jeunes, chez les moins jeunes, travaille ces questions de citoyenneté, de laïcité, bien évidemment, qu'il fallait travailler. Et plus récemment, on voit bien d'ailleurs que sur la crise sanitaire, heureusement que le monde associatif et les structures de l'éducation populaire étaient présentes, qui pour aider un certain nombre de personnes, qui pour apporter des paniers repas, qui pour aider les étudiants en difficulté, etc., etc. Donc on voit bien que ce maillage, au fond, est particulièrement indispensable dans une société parfois en difficulté. Et parallèlement, ce qu'on a pu observer, c'est qu'effectivement, les pouvoirs publics, au fond, renvoient assez peu l'ascenseur aux structures de l'éducation populaire, notamment sur les moyens de fonctionnement, enfin, très clairement, mais on y reviendra. Autre constat que fait donc la commission, la section, alors ça a changé de nom avec la réforme. Donc, je cite toujours entre les deux, si vous en êtes d'accord à cette question. Je vais parler de commission, ça va être plus simple. Autre constat que fait la commission, c'est donc celle du fait que le secteur de l'éducation populaire est un espace d'innovation. Elle s'appuie d'abord sur le passé. Lorsque les premières bibliothèques publiques sont créées, c'est à l'EduPop qu'on les doit. Lorsque le festival de Cannes est lancé, c'est à l'EduPop qu'on le doit. Lorsque les premiers villages de vacances sont ouverts, transformant le droit au congé payé en droit aux vacances pour tous, c'est aux acteurs de l'éducation populaire qu'on le doit. Plus près de nous, lorsque il s'agit de renforcer ou d'essayer de retisser des liens plus forts entre les espaces de démocratie institutionnalisés et la jeunesse. Il y a quelques années, avant que nous nous posions de grosses questions, notamment sur l'abstention comme celle d'aujourd'hui, c'est l'EduPop qui invente les services civiques, par exemple. Tout cela amène la commission et les membres de la commission à constater cela, parce que, comme le disait Christian, l'invisibilité des acteurs de l'EduPop, par leur modestie dans l'action, fait que finalement, un certain nombre de choses qui émergent, y compris quelquefois judicieusement repris par l'entreprise et valorisées. Regardez les méthodes de beaucoup de structures de formation. Eh bien, les collègues de la commission nous découvrons que beaucoup de cela vient ou a été inventé dans le grand cercle de l'EduPop. Ça amène d'ailleurs un de nos collègues, ancien dirigeant d'une des plus grandes entreprises de France et même du monde, qui fabrique un liquide noir que l'on peut boire si on est résistant. C'est effervescent. Ancien président d'une des plus grandes chambres de commerce et d'industrie de France, à nous dire que finalement, l'EduPop, c'est peut-être le premier labo d'innovation sociale. Et je ne le savais pas, ajoute-t-il. Mais ce que découvre aussi la commission, c'est que l'EduPop, c'est pas un labo où les intervenants portent tous et toutes des blouses blanches très propres. C'est un labo qui peut déranger, qui quelquefois secoue, y compris les conventions sociales ou les projets politiques. Là encore, le passé même proche nous le rappelle. C'est le planning familial qui, par exemple, à travers le fait de porter les questions de contraception et d'avortement, amène, en bousculant l'ordre établi, aux lois Neuwirth puis Veil. De la même façon, un peu plus tard, en pleine épidémie dans les années 80 du sida,
ce sont les associations Aide ou ACT UP qui, à leur manière, ont été aux avant-postes et ont fait évoluer le regard de la société, d'abord sur les malades, mais aussi plus globalement et au fil des temps sur la communauté LGBT. Ce sont leurs actions qui ont permis l'évolution de la société en passant du Pacs jusqu'au mariage pour tous. Plus près de nous, ce sont les structures des LUPOP qui sont aujourd'hui en avant-poste, aux avant-postes sur les questions de droit au logement, par exemple. Nous entrons dans l'hiver. Mais aussi sur les questions de dignité des migrants. Ce sont encore elles qui, en pleine crise sanitaire, ont permis de maintenir du lien social, voire d'en retisser. Christian évoquait la question des étudiants, des lycéens, éloignés de tout système dans la famille ou de tout équipement pouvant permettre de continuer à suivre leur cours. Si les LUPOP apparaît à la Commission comme un incubateur d'idées, un foisonnement de bénévoles, de militants, dont la très grande majorité est totalement désintéressée, agissant pour des causes souvent altruistes et humanistes, elle note quand même que, comme Christian l'évoquait, ces structures se heurtent à de réelles difficultés économiques, largement liées au désengagement progressif des pouvoirs publics. Un chiffre, ou deux, permettre de qualifier ce constat. En 2017, la part des subventions publiques ne représentait plus que 20% des ressources associatives, toutes associations confondues en France. Alors qu'en 2005, elle s'élevait à 34%. Autre trace, nous sommes en 2018, lorsque nous faisons ces auditions, début 2019. L'abandon des emplois aidés, le retrait des questions d'activités péri- et extrascolaires. Tout cela amène une vision fragilisée des acteurs de l'éducation populaire ou d'un certain nombre que nous constatons en commission. Et amène la commission à affirmer la chose suivante. Il ne peut y avoir de réelle action d'éducation populaire sans qu'elle ne soit soutenue par de réelles politiques publiques. Si l'intensité des secondes fléchit, l'impact des premières s'atténue, fragilisant à terme tout l'équilibre républicain. Mais pour autant, ce que constate la Commission, c'est que si les acteurs de l'éducation populaire rencontrent des difficultés, ils n'en sont pas pour autant exempts de tout reproche. Et que quelquefois, les difficultés ne sont pas externes, mais sont internes à leur propre fonctionnement ou à leur propre dysfonctionnement. Les difficultés à se doter d'une image renouvelée. Éducation populaire, ça peut être compliqué à percevoir. Les difficultés à ne pas tomber dans l'ornière de l'institutionnalisation, voire de l'instrumentalisation. La difficulté à s'emparer d'outils nouveaux, mais qui n'en sont plus, comme par exemple le numérique, ou encore la difficulté à renouveler leur gouvernance, à rendre plus paritaire, plus ouverte aux jeunes les organes de direction des structures et des organisations, amène la Commission à dire que les acteurs ont aussi une part de responsabilité et qu'ils doivent s'emparer de cette réalité. Maintenant, nous allons vous présenter ces préconisations. Alors, on ne va pas vous présenter les 20 préconisations, ce serait évidemment trop fastidieux. Nous allons évoquer succinctement certaines d'entre elles qui vous paraissent peut-être plus emblématiques au fond. Enfin, vous avez le document, donc vous pouvez vous référer à l'ensemble des 20 préconisations. Et le cas échéant, on peut revenir sur des préconisations qu'on n'aura pas présentées dans le cadre du débat.
Et donc pour cela, nous allons, on l'a dit, laisser la parole à des acteurs. Donc on va vous présenter une petite vidéo d'acteurs que nous avons auditionnés, que nous avons ensuite interviewés, qui disent un certain nombre de choses et sur lesquelles on va revenir. Et ces préconisations rentrent dans... On les a classées au fond selon 5 grands axes. Le premier axe, qui est celui-ci, c'est investir dans les politiques publiques d'éducation populaire pour contribuer à réconcilier la société. Il y a aussi une dimension, d'observatoire, d'observation des pratiques d'éducation populaire. Aujourd'hui, en France, il y a très peu de lieux où on fait ce travail. Il y a un peu l'INJEP. L'INJEP, c'est une vingtaine de personnes. Si je compare par exemple avec les moyens qui sont dédiés en Allemagne dans le champ que recouvre l'INJEP, c'est-à-dire à la fois éducation populaire et jeunesse, il y a au moins 120 personnes qui travaillent sur ces questions au quotidien. Donc observatoire, ça veut dire aussi plus grande visibilité, meilleure compréhension, outillage pour l'ensemble des acteurs, les acteurs politiques, que ce soit au niveau national ou dans les collectivités territoriales, mais aussi les acteurs associatifs. Laisser la possibilité à l'expérimentation, à l'innovation, sur des projets dont on ne connaît pas forcément l'aboutissement. Savoir pas forcément mettre des financements sur des choses un peu farfelues, mais donner la possibilité de développer des actions sans nécessairement, en matière d'éducation, de culture, de sport, connaître l'aboutissement, avoir le droit à l'erreur, en quelque sorte, ou à l'expérimentation. Dans notre pays, depuis plusieurs dizaines d'années, il y a une politique publique qui encourage l'éducation populaire, ou tout du moins, je devrais l'utiliser à l'imparfait, qui est encouragée, parce qu'elle a considérablement décru depuis quelques années, entre les figures qui ont été des personnages comme Jean Guéhenno, au sortir de la guerre par exemple, et puis plus particulièrement les politiques d'éducation populaire des années 80, où aujourd'hui on assiste incontestablement à une parole très brouillée de l'État en la matière. Heureusement, les collectivités territoriales ont repris parfois le relais, mais avec de profondes inégalités. Donc ce qui nous semble important, c'est que l'éducation populaire continue à être une démarche volontaire, mais que l'action publique permette à cette démarche volontaire d'exister. Il faut donc pour cela à la fois une politique, c'est-à-dire une parole politique, et puis évidemment aussi quelques moyens budgétaires pour les soutenir. Observer pour mieux appréhender la réalité des l'EducPop, pour mieux comprendre, mesurer ses évolutions, étudier pour mieux comprendre ce qu'elle est, les formes de ses actions, les besoins auxquels elle répond, et surtout quantifier et qualifier ses apports à la société, ce que l'éducation populaire n'a jamais su réellement faire, sont autant d'enjeux que les acteurs de l'EducPop, dont certains le disent ici parmi ceux que nous avons auditionnés, autant d'enjeux qui nous semblent devoir être relevés. C'est pour ça que la préconisation 3 de notre avis propose un renforcement significatif des moyens de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, l'INJEP, auquel M. Richet, qui joue à domicile dans cette histoire, finalement, mais nous ne le savions pas à l'époque, que nous viendrions ici à Mulhouse, que M. Richet évoque dans son intervention. Pour stimuler la créativité des acteurs de l'éducation populaire et surtout partager les multiples innovations et en permettre l'essaimage. C'est quelque chose d'extraordinaire. Nous avons un secteur qui invente, mais nous ne savons pas réellement partager ces inventions, essaimer. Et pourtant, aucun des acteurs de l'EducPop ne réclame de droit lorsque d'autres utilisent des techniques ou des méthodes. Eh bien, pour favoriser cela, pour partager encore plus ces innovations, la préconisation 4 de notre avis propose la création d'un fonds de soutien à l'innovation et à l'expérimentation dans le secteur de l'EducPop. Enfin, pour répondre aux questions posées par Éric Favé sur l'impulsion des politiques publiques. Parce que les lois de la République aujourd'hui ne se traduisent pas, Christian l'a évoqué, dans l'organisation des pouvoirs publics par une interlocution organisée sur l'éducation populaire. Les acteurs de l'EducPop qui relèvent du ministère de la Jeunesse et des Sports, aujourd'hui l'Éducation nationale, mais aussi de celui de la culture, de celui des sports qui n'est plus celui de l'Éducation nationale,
de celui de la santé et du social, pour le sanitaire et social. Et on pourrait égrener comme cela, en passant par l'environnement et bien sûr l'économie, nombre de ministères qui sont aujourd'hui en interlocution avec un secteur qu'ils ne perçoivent pas. C'est pour cela qu'il nous semble qu'il est nécessaire que les politiques publiques d'EduPop soient organisées, non pas cadrées, mais organisées, et que pour cela, il y ait un chef de filat, que ce chef de filat soit assumé par l'État. C'est la volonté que nous marquons dans la préconisation 2, en demandant ou en proposant que soit nommé, et de manière pérenne, et auprès du Premier ministre, un ou une déléguée interministérielle à l'éducation populaire. La fabrique d'initiatives citoyennes, c'est permettre aux habitants, quel que soit leur âge, de pouvoir participer, de proposer des actions sur le territoire du pays de Craponne. La première difficulté, quand on arrive sur un territoire, on était tout nouveau, nous, sur le territoire, c'est déjà que les gens prennent le temps de nous connaître. Et dans le monde rural, il faut du temps pour que les choses se mettent en place. Une fois que les habitants ont compris qu'ils étaient vraiment partenaires, qu'ils pouvaient mettre des choses en place, comme par exemple au niveau du périscolaire sur les écoles, quand les habitants bénévoles découvrent que c'est important pour eux comme pour les enfants qu'il y ait un échange entre eux ça passe des fois à travers un faire ensemble, hein, mais que du coup il y a des liens qui se créent, et comme j'aime beaucoup le dire, sur la commune de Juliange ou celle de Roche-Orégnier, ça a changé la mentalité. C'est-à-dire que les enfants, ils foncent quand ils les voient dans la rue, sur les personnes bénévoles, et ils leur disent « tu vas bien ?» et du coup les parents aussi disent « mais pourquoi tu parles à cette dame, moi je la connais pas, eh bien tiens viens, je te la présente, c'est la dame qui fait telle activité avec nous » et tout ça. Et du coup ça crée vraiment un vivre ensemble et des choses qui me semblent plus qu'importantes aujourd'hui. Oui, alors cet axe 2, c'est celui qu'on a intitulé « Développer le lien social pour conforter la citoyenneté ». Et vous l'avez entendu dans la petite vidéo, ce que dit l'acteur, c'est qu'effectivement, on a besoin de temps pour construire les choses et pour les faire se développer. Et effectivement, ce qu'on a repéré, nous, à travers les auditions, c'est qu'effectivement, on a un phénomène de ce qu'on appelle le stop and go, ou l'effet yo-yo, comme vous voulez, c'est-à-dire qu'au fond, des politiques publiques qui sont amorcées puis qui très vite s'interrompent. Et donc, l'exemple des fabriques d'initiatives citoyennes était assez flagrant, puisqu'effectivement, l'aide publique venait sur une durée de 3 ans, était dégressive sur les 3 ans, puis après, au bout des 3 ans, on leur disait débrouillez-vous tout seul. Et on voit bien qu'en zone rurale, mais pas qu'en zone rurale d'ailleurs, c'est parfois difficile dès lors qu'on n'a plus les subsides pour fonctionner comme on pouvait fonctionner. Donc la préconisation 9 que nous faisons pour soutenir évidemment ce type d'initiative était évidemment de pérenniser le dispositif de fabrique d'initiatives citoyennes, parce qu'effectivement, notamment en zone rurale, souvent oubliée d'ailleurs, là aussi, on a besoin de conforter le lien social, comme l'expliquait l'intervenant. Dans le même esprit du lien social, la préconisation 6 que nous avons fait est de relancer ce qu'on appelait les projets éducatifs de territoire, qui avaient été très largement relancés par la loi Peillon, et notamment sur la question des rythmes scolaires, puisqu'effectivement, on rentrait au fond dans une coéducation partagée entre l'éducation nationale et les acteurs de l'éducation populaire. Donc nous, on souhaitait très largement au niveau du CESE relancer ces projets éducatifs de territoire qui permettent sur un territoire donné, on y revient, la question du territoire est importante, de mettre en synergie toutes les forces éducatives, qu'elles soient nationales ou populaires, de façon à favoriser la réussite éducative de chaque enfant, qu'il soit d'un milieu populaire ou pas, qu'il soit d'un territoire rural ou d'un territoire beaucoup plus urbain. Et puis, préconisation 8, qui est une préconisation importante aussi pour le CESE, qui rentre d'ailleurs dans la logique des PEDT, c'était de proposer, de relancer un outil d'éducation à la citoyenneté par la vie collective, délaissé de plus en plus d'ailleurs par notre société. C'est ce qu'on appelle les séjours collectifs de mineurs avec hébergement, plus
avec hébergement, plus connu sous le nom de colonies de vacances, bon, voilà, ou des classes de découverte qui sont effectivement des lieux extrêmement importants en termes de socialisation, de partage, de connaissance de l'autre, de solidarité, etc., etc. Et puis, nous avons aussi, toujours dans cet axe-là, souligné la préconisation 10, puisque vous savez, Jean-Carl l'a évoqué, on a un certain nombre de comités sociaux et économiques, hein, qui étaient les anciens comités d'entreprise, voilà, qui jouent un rôle majeur d'ailleurs en soutien aux structures de l'éducation populaire, notamment sur l'écolo, mais pas que sur l'écolo, sur un certain nombre d'activités culturelles, etc. Sauf qu'aujourd'hui, tous les salariés ne bénéficient pas de l'appui d'un CSE, et donc la proposition 10 que nous faisons est d'intégrer, non pas dans les CSE, mais dans les conventions collectives qui sont signées entre les partenaires sociaux, grâce à la négociation sociale, effectivement, des mesures qui doivent permettre d'accompagner les salariés qui ne relèvent pas d'un CSE, c'est-à-dire de les accompagner financièrement, au fond, pour pouvoir effectivement bénéficier des actions d'éducation populaire pour leurs enfants, mais pour eux-mêmes, évidemment. La dernière chose, je pense que c'est principalement comment les personnes elles viennent se financer, enfin le financement de l'éducation populaire, c'est problématique puisque du coup l'idée c'est pas de rentrer dans de la dépendance et aujourd'hui on voit très bien que c'est compliqué d'avoir une éducation populaire libre puisque aujourd'hui elle est soumise aux bons souhaits de ceux qui donnent les sous et du coup de projets qui plaisent ou qui ne plaisent pas et qui sont du coup jugés plus ou moins utiles. Et du coup, c'est là toute la problématique de juger quelque chose d'utile alors qu'elle est fondamentale et de ce fait aussi incontrôlable, puisque le but, c'est pas de faire de l'éducation populaire comme l'État le voudrait, mais aussi une éducation populaire qui va venir contredire des choses, venir re-questionner des systèmes. Et elle est là l'importance de cet avenir de l'éducation populaire. Cette question du modèle économique est un élément important parce que sans moyens, on ne fait pas grand-chose. Nous l'avons constaté et nous savons les difficultés qu'il y a. L'un des intervenants dans la première vidéo évoquait la question des moyens publics mis à disposition des acteurs de l'éducation populaire, évoquant également le désengagement de l'État et la montée en puissance des collectivités locales, que je salue, ça peut être le cas dans les collectivités représentées, mais collectivités locales qui interviennent aussi avec une approche très différenciée d'un territoire à l'autre, évidemment, et c'est quelque part de la liberté de ces mêmes collectivités que de faire cela. Néanmoins, ce que nous pouvons constater aussi, c'est que les modalités de financement, les modalités ont beaucoup évolué en 20 ans, et que nous sommes passés de beaucoup d'actions par subvention à des actions répondant à des marchés publics. Et cela, ça change tout. Car la grande différence entre la subvention et le marché public, c'est l'origine de l'initiative. La subvention, c'est un accompagnement financier fait par une collectivité ou l'État au service d'une initiative, de la réalisation d'une initiative associative ou d'autres acteurs. Dans la subvention, l'initiative est donc du côté du subventionneur. Dans le marché public, le financement provient de la réponse à une commande faite par la collectivité ou les services de l'État. L'initiative est donc du côté, au sens large, des pouvoirs publics. Ça n'est pas anodin, loin de cela. Ça change la nature des choses, ça change aussi le rapport entre les acteurs de l'éducation populaire, qui se trouvent à l'origine en concurrence d'initiatives, et qui deviennent concurrents en termes de qualité de réponse et de coût de réponse à un service demandé. C'est totalement différent. Il est donc, de notre point de vue, et du point de vue du Conseil économique et social et environnemental, nécessaire de favoriser l'innovation et de laisser le pouvoir d'initiative à celles et ceux dont nous notions au départ qu'ils étaient très certainement le premier labo d'innovation sociale de l'histoire de notre pays. Pour cela, nous avons préconisé, c'est la préconisation 11, de favoriser le retour à la subvention et à la
CPO, c'est-à-dire à la Convention pluriannuelle d'objectifs, mais peut-être nous en reparlerons tout à l'heure. Mais au-delà du mode de financement, il y a aussi la question de la stabilité du système, pas de la stabilité des financements. On comprend bien qu'une collectivité ou l'État n'est pas à financer de manière définitive telle ou telle action, mais de la stabilité de l'environnement. Christian l'évoquait tout à l'heure, la colonie de vacances, celle dont on s'aperçoit, et on en est assez heureux, parce que lorsque nous avions rencontré le ministre Blanquer, il avait été assez attentif sur une mesure notamment, qui était celle de la relance d'économie. Ça a produit peut-être, contribué à produire quelque chose, et tant mieux, même si tout peut être optimisé dans la manière dont c'est fait. Mais la colonie, cet objet d'éducation par la vie collective, cet objet-là est un objet en déliquescence. Plus d'1 million d'enfants en moins en fréquentation en l'espace de 20 ans. Nous avons une réelle problématique qu'il nous faut traiter. Et lorsqu'on regarde les causes des problématiques, parmi les causes, il y a la question du coût. Or, l'un des acteurs principaux dans le financement de l'économie, après notamment la CAF, et avant les collectivités locales, ce sont les comités d'entreprise, aujourd'hui comités social et économiques, CSE. Ce que nous constatons, c'est qu'au cours des 5 dernières années, à 4 reprises, lors du débat à l'Assemblée nationale, les orientations de la loi de finances, et notamment de la partie touchant à la sécurité sociale, il y a systématiquement eu attaque par les sphères de la vie politique, droite comme gauche, suivant les années, pour que l'intervention des comités d'entreprise au service du départ en colonie de vacances, la contribution donnée aux salariés, mais aussi pour les activités culturelles ou sportives, soit soumise à cotisation sociale au même titre qu'un revenu. Très concrètement, sauf à considérer que les entreprises pourront augmenter leur contribution du même montant, cela, nous le savons, amène à une diminution directe de l'intervention des CSE. Ce que préconise le Conseil économique et social dans un contexte de réformes multiples annoncées, c'est qu'il y ait une stabilité de tous les cadres juridiques et fiscaux concernant les acteurs de l'éducation populaire. Nous ne demandons pas à ce qu'il y ait des changements favorables, nous demandons simplement une stabilité pour permettre aux acteurs de continuer à jouer leur rôle. Le Conseil national des employeurs d'avenir est un syndicat professionnel qui rassemble 56 000, qui intervient sur 4 branches professionnelles. Ces 4 branches professionnelles étant celles de l'animation, du sport, du tourisme social et familial et des foyers de jeunes travailleurs. Ces 4 branches, c'est 56 000 entreprises et 350 000 salariés. Deuxième problématique, c'est celle de la formation. L'éducation populaire est un champ un peu particulier puisque finalement, il n'existe pas dans le système de formation français de filière de formation en formation initiale pour l'éducation populaire. Donc on a recours à de la formation continue, on a recours à des diplômes qui sont du champ de la jeunesse et des sports, et d'une certaine manière, il faudrait reconnaître l'éducation populaire définitivement en créant une filière de formation initiale et en installant celle-ci au sein de l'éducation nationale. Le premier, c'est celui de la qualification des acteurs de l'éducation populaire, c'est-à-dire de leur formation professionnelle, et qui passe, je pense, par une meilleure prise en compte des acquis de l'expérience, de la validation des acquis de l'expérience, qui est un aspect, mais aussi qui passe par la mise en place peut-être d'une filière complète en termes d'éducation formelle et qui commence notamment dès le bac professionnel. Je pense qu'on pourrait très bien imaginer la mise en place de formations dans le cadre des lycées professionnels dédiés à l'éducation populaire, mais ça va jusque la filière doit être renforcée à tous les niveaux, y compris par exemple au niveau de l'université où on devrait faire une place plus grande aux travaux de recherche aussi autour des questions d'éducation populaire.
Oui, alors cette question de la formation permanente, au fond, elle vaut aussi pour les acteurs de l'éducation populaire, que ce soit des acteurs professionnels, donc des salariés, ou bien évidemment les bénévoles. Cette question d'ailleurs a été l'objet de débats assez pas vifs, mais d'échanges entre nous, avec des vrais désaccords, et pour arriver à une préconisation que je vais vous lire en l'état, parce qu'elle est quand même un peu alambiquée, c'est-à-dire que la préconisation, c'est que soit identifié et coordonné avec l'ensemble des acteurs concernés l'offre de formation initiale et continue aux métiers relevant de l'éducation populaire. On n'est pas allé plus loin que cela, alors que vous avez vu que dans le cadre des échanges, des débats que nous avons eus, des gens que nous avons auditionnés, ils allaient plus loin, puisqu'on parlait évidemment de filières de formation professionnelle, même si depuis quelque temps existe une filière Bac Pro Animation, qui a été créée il y a peu de temps, il y a 2, 3, 4 ans. Voilà, mais ils souhaitaient les acteurs, mais à l'intérieur de notre commission, les débats étaient beaucoup moins tranchés sur cette question-là, donc on est resté sur une préconisation assez molle, je dirais, finalement. Nous, on aurait souhaité aller un peu plus loin sur cet aspect-là, mais ça montre bien, vous voyez bien que, voilà, on essaie de sortir à chaque fois par le haut, tout en ne mettant pas sous le tapis cette question de la formation professionnelle des futurs salariés. Mais voilà, on voit bien que le sujet n'est pas encore abouti, en tout cas la réflexion en interne aux membres du CESE. Et puis, préconisation numéro 16, qui concerne les bénévoles, bien évidemment, c'est que nous proposons un investissement fort dans la formation des bénévoles, et pour cela, il faut absolument abonder de façon significative ce qu'on appelle le FDVA, c'est-à-dire le Fonds pour le développement de la vie associative, qui permet justement de financer la formation continue des bénévoles, et ce fonds est évidemment sous-doté, et ses dotations d'ailleurs diminuent souvent d'année en année. Axe 5. Dans la société, comment on fait pour qu'aujourd'hui les jeunes et les moins jeunes aient le temps de s'engager et qu'on ne soit pas dans un engagement volontaire. Et c'est pour ça qu'on s'opposera notamment au service national universel, puisque pour nous, l'engagement dans l'éducation populaire, il se doit volontaire et bénévole. L'éducation populaire, il y a plusieurs choses. Déjà, il faut que ça soit aujourd'hui une éducation populaire du faire et plus une éducation populaire de la parole. Et pour ça, nous, on veut que les structures qui se disent d'éducation populaire s'engagent à plusieurs choses. Déjà, à la rotation des mandats, qui pour nous semble indispensable, au fait que ce soit des activités qui soient faites par et pour le public,